Pour découvrir l'événement qui prend la 3e place de notre classement, faisons un bond de plusieurs siècles dans le temps et revenons à la fin du XVIe siècle. C'est là qu'a eu lieu l'une des pires catastrophes maritimes de toute l'histoire. Elle a frappé en 1588 celle que l'on appelait à l'époque l'invincible Armada, la flotte espagnole qui était en route pour envahir l'Angleterre. En 1588, l'Europe est divisée. L'Angleterre protestante et l'Espagne catholique sont en guerre depuis 3 ans. En 1587, sur l'ordre d'Élisabeth Ier d'Angleterre, les Anglais exécutent Marie Stuart, la reine d'Écosse, alliée de l'Espagne et de son roi Philippe II. C'est lui qui cherche depuis longtemps à reconquérir le royaume d'Angleterre. Et c'est pour envahir le pays qu'il décide au mois de mai 1588 de réunir une flotte de près de 150 navires et de plus de 30 000 hommes. Objectif : se diriger de Lisbonne vers Calais pour rassembler une force de combat suffisamment puissante pour réussir à envahir l'Angleterre et ramener le pays au catholicisme. La flotte parvient à Calais le 7 août 1588 pour y embarquer des soldats de l'armée des Pays-Bas qui, à l'époque, étaient espagnols. Mais les navires sont pris à partie par les forces anglaises au cours de la bataille de Gravelines, qui deviendra légendaire. Face à la présence de l'ennemi et surtout à cause des vents et des courants qui repoussent invariablement les navires de l'armada espagnole, le commandant de la flotte décide de renoncer à l'opération de débarquement. La bataille de Gravelines est considérée comme une victoire anglaise. Pourtant, aucun navire espagnol ne sera coulé lors des combats. Ce n'est que plus tard que la malchance va s'acharner sur l'invincible Armada. Les conditions de navigation empêchent les bateaux de rejoindre l'océan Atlantique par la Manche. C'est donc via la mer du Nord que la flotte va devoir rentrer en Espagne. Mais alors qu'elle contourne l'Écosse au début du mois de septembre, elle est frappée par une succession de tempêtes terribles. De nombreux bateaux vont sombrer sur tout le trajet du retour. Le bilan des pertes varie selon les sources. Mais on estime qu'à l'arrivée en Espagne, plus de la moitié des navires de l'Armada que l'on croyait invincibles ont disparu. Et près de 20 000 marins ont péri au cours du trajet. L'histoire retiendra que le mauvais temps et la mer déchaînée, associés à la bravoure des marins anglais, auront permis à l'Angleterre de mettre fin aux ambitions du roi d'Espagne. Place à présent à la catastrophe qui prend la 2e place du classement. Elle s'est déroulée en 1977 à l'aéroport de Tenerife, une île de l'archipel espagnol des Canaries, située au large du Maroc. Tout commence le 27 mars 1977 par l'explosion d'une petite bombe à l'aéroport situé sur l'île voisine de Grande Canarie, où se trouve la ville de Las Palmas, la capitale de l'archipel. Tous les vols sont détournés vers l'aéroport de Los Rodeos, situé sur l'île voisine de Tenerife. Mais avec une seule piste et aucun radar de détection au sol, l'aéroport de Los Rodeos, beaucoup plus petit que son voisin, est en théorie incapable de gérer le trafic aérien de Las Palmas. Pourtant, des dizaines de vols censés atterrir à Grande Canarie y sont envoyés, dont 5 avions de ligne. 2 d'entre eux sont des Boeing 747, le vol 4805 de KLM en provenance d'Amsterdam et le vol 1736 de la Pan Am qui vient de Los Angeles. Jacob Veldhuizen von Zanten, le commandant de bord du vol KLM,
décide de procéder au ravitaillement de son avion en bout de piste, en attendant l'autorisation de redécoller. Vers 17 h, le ravitaillement est terminé et les autorités annoncent la fin de l'incident et la réouverture de l'aéroport de Grande Canarie. Le vol 4805 de KLM se prépare donc au décollage. Le vol 1736 de la Paname, lui, reçoit la consigne de se diriger lentement vers la sortie numéro 3 pour attendre de pouvoir prendre sa position en toute sécurité dans la file d'attente des avions prêts à partir. Mais l'aéroport de Los Rodeos est situé à 633 mètres d'altitude. Et ce jour-là, du brouillard rend la visibilité très réduite, à peine une centaine de mètres. Impossible pour le personnel présent dans la tour de contrôle d'observer le déplacement des avions, ni pour les deux pilotes de voir les autres appareils qui sont présents autour d'eux. Alors que l'équipage de KLM effectue ses dernières vérifications, le vol de la Paname remonte lentement la piste. C'est alors qu'une simple erreur de communication entre la tour de contrôle et le commandant de bord du vol KLM va conduire à la catastrophe. Le commandant de bord annonce qu'il est prêt à décoller. En réponse, la tour lui indique la route qu'il est autorisé à suivre après son ascension. C'est ce hoquet de la tour qui va créer la confusion. Alors que pour le pilote du vol KLM, ce hoquet signifie qu'il vient de recevoir l'autorisation de décoller, pour le contrôleur, l'avion attend simplement les ordres de la tour. Il lui répond d'ailleurs immédiatement. Sauf que cette réponse, le vol KLM ne l'entendra pas. Et qu'à ce moment précis, le vol de la Paname vient de rater sa sortie à cause du brouillard. Il prévient immédiatement la tour de contrôle qu'il est donc toujours sur la piste. Cet échange entre la tour de contrôle et le commandant de bord du vol 1736 de la Paname va être couvert à la radio par un bruit strident, semant la confusion au sein des membres de l'équipage du vol KLM. Dans les enregistrements, on entend clairement que l'un des copilotes, s'exprimant en hollandais, demande à son commandant de bord s'il est sûr que le vol de la Paname a bien quitté la piste. Sûr de lui, Jacob Veldhuizen van Zanten décide de ne pas écouter les doutes de son copilote et lance le décollage. Alors que l'équipage du vol Paname voit l'énorme Boeing 747 foncer sur lui, lancé à plus de 240 km/h, il est déjà trop tard. Le pilote tente de se déporter vers la gauche aussi vite que possible. Quant au commandant de bord du vol KLM, reconnaissant enfin son erreur, il tire sur le manche pour faire décoller immédiatement son appareil. La roue avant frôle l'avion qui est au sol, mais ses moteurs vont détruire le pont supérieur et déchirer la moitié du fuselage. Le Boeing de la KLM ne volera que quelques secondes avant de s'écraser au sol et d'exploser à quelques centaines de mètres de distance. Les 248 passagers et membres d'équipage du vol KLM 4805 vont être tués sur le coup. 335 passagers et membres d'équipage du vol 1736 de la Paname vont mourir soit lors de l'impact, soit lors de l'explosion et de l'incendie qui vont suivre.
61 passagers et membres d'équipage vont survivre à la catastrophe. Le bilan total fera état de 583 morts. KLM a accepté l'entière responsabilité de l'accident. La compagnie a versé 110 millions de dollars d'indemnisation aux victimes, l'équivalent d'un demi-milliard de dollars aujourd'hui. La collision de Tenerife entre les deux Boeing 747 est encore aujourd'hui l'accident aérien le plus meurtrier de l'histoire.